Well, new this morning, according to a government website, the television actor Allison Mack has been released from a California prison. Actress Allison Mack is free from prison. The former Smallville star was released early from federal prison. She had been sentenced to 3 years behind bars back in 2021 after pleading guilty to racketeering and conspiracy for her role in the sex cult group NXIVM. Allison Mack has been released from prison early after being convicted for her involvement in the NXIVM sex trafficking case. Lorsqu'on pense à une série qui parle de Superman, je pense qu'instinctivement, on pense tous à Smallville. C'est une série avec laquelle on a grandi et surtout si on est de la même génération. On l'a tous regardé le week-end ou le dimanche soir ou également en rentrant de l'école. C'est une série qui a beaucoup marqué avec Tom Welling dans le rôle principal de Superman. J'ai personnellement suivi cette série, j'ai adoré les acteurs de cette série et c'est une série qui m'a beaucoup marqué lorsque j'étais plus jeune. C'est vrai qu'en grandissant, j'ai un peu arrêté de regarder et c'est malheureusement grâce à un scandale ou à cause d'un scandale que je me suis replongée dans cette série. Et c'est dont on va parler aujourd'hui. Je vais pas m'attarder sur la série en elle-même, mais je vais m'attarder sur un des personnages de cette série qui a fait qu'on en reparle aujourd'hui. Ce personnage, je pense que vous le connaissez tous, c'est Chloé Sullivan, la journaliste, celle qui a inspiré de nombreuses femmes à devenir journalistes, la femme qui a été quand même un personnage très emblématique de la série, quasiment au même niveau que Superman, qui s'est retrouvé mêlé à des affaires judiciaires, de sexe, d'agression et des trafics humains. En tout cas, petit disclaimer, si vous êtes sensible à ce sujet-là, je ne vous conseille pas du tout de regarder cette vidéo. Vous pouvez aller voir plein d'autres vidéos que j'ai fait sur plein de sujets qui sont beaucoup plus accessibles. Sans plus tarder, lançons-nous dans la suite de l'histoire. On va commencer par faire un petit récapitulatif de la vie de Allison Mack. Allison Mack, c'est la fille d'un chanteur d'opéra, né le 29 juillet 1982 à Pritz, en Allemagne de l'Ouest. Elle n'y restera pas longtemps car vite, ses parents vont décider de revenir aux États-Unis où elle va finalement grandir. La passion pour l'acting lui vient de très petite et c'est à 2 ans qu'on peut la trouver dans des petites publicités. Ses parents, la soutenant dans ce projet-là, vont l'inscrire dans une école spécialisée pour les enfants comédiens, une école très connue où on fréquentait du coup des personnalités que je pense leur nom vous disent quelque chose comme Leonardo DiCaprio ou Hilary Swank. C'est ainsi que sa première apparition notable va avoir lieu à la télévision en 1989 lorsqu'elle va jouer dans la série I Know My First Name is Steve. Et je vais pas m'attarder sur l'ensemble de sa carrière parce que vraiment elle a eu plein de petits rôles, filmographie qui est assez longue et je ne trouve pas ça très intéressant et ça alourdirait la vidéo pour pas grand chose. On va tout de suite avancer et arriver à ses 18 ans. C'est à les années 2000 du coup lorsqu'elle a 18 ans que sa vie va changer et elle va décrocher un rôle qui va transformer sa vie pour toujours. Elle auditionne alors pour la série Smallville pour le rôle de Chloé Sullivan, une journaliste et c'est comme ça qu'on va la connaître. Elle va devenir du coup un personnage emblématique et un personnage très important dans la série car elle restera pour les 10 saisons du coup pendant 2 ans de tournage. Oui, c'est énorme, 12 ans de tournage pour une série. Son personnage est beaucoup aimé pour plusieurs raisons. Chloé Sullivan est un personnage qui est complet, c'est une journaliste intrépide et une amie proche de Clark Kent. L'un des caractéristiques les plus notables est son engagement tout au long de la série. Elle édite et elle écrit de coup pour son journal de lycée tous les événements étranges et phénomènes spéciaux et mystérieux qui se produisent dans la petite ville de Smallville, la conduisant du coup souvent à faire des enquêtes un peu dangereuses. Et c'est ça qui en fait attire de plus en plus les spectateurs. Elle est courageuse, loyale et intelligente et toujours résolue à bien faire les choses. Cependant, dans la vraie vie, le portrait Allison Mack n'est peut-être pas si loyal, pas si incroyable comme on pourrait être son personnage. Après la fin de Smallville en 2011, la carrière d'Allison Mack va prendre une direction qui est moins marquante. Elle va faire quelques apparitions par-ci par-là, mais rien de très transcendant. Aucun rôle qui va la faire sortir de son personnage emblématique et Chloé Sullivan. Elle va explorer des autres aspects de l'industrie de divertissement, y compris la production, mais sans attendre du coup aucune notoriété. Elle va revenir sur la scène internationale, mais malheureusement pas pour les bonnes raisons. C'est en ouvrant un bon matin le New York Times que je vois un article qui en fait me choque en premier degré. Je me demande si ce que je suis en train de lire, c'est vraiment ça. On apprend dans cet article que Allison Mack, du coup l'actrice qui joue Chloé Sullivan dans Smallville, elle est arrêtée
arrêtée, elle va être bientôt condamnée pour avoir fait partie d'une secte et avoir recruté des femmes pour être des esclaves sexuelles. Là, je ne pouvais pas m'arrêter sur cet simple article et j'ai décidé de faire des recherches et ce que j'ai trouvé m'a un peu glacé le sang. Et du coup, on va aborder une partie plus sombre de la vie de Alison Mack, NXIVM. NXIVM était une organisation autoproclamée d'autonomisation personnelle fondée par Kate Rayner en 1998. Kate Rayner, de son vrai nom Kate Allen Rayner, est née le 26 août 1960 à Brooklyn, New York, aux États-Unis, où il a grandi. Pendant ses années scolaires, il a fréquenté l'université Richland Polytechnic Institute, où il a obtenu un diplôme de mathématiques en 1982. Il s'est décrit lui-même comme un être doué d'une extrême intelligence, possédant un QI allant à 184, voire même 191. Pour vous donner une petite comparaison, le QI d'Einstein on estime à 160 seulement. Du coup, il se proclame être plus intelligent que Einstein. Et il va au-delà de là, il dit qu'il est si important que même le gouvernement américain le considère comme une menace pour le pays. Vous voyez un peu le personnage. Et comme je vous ai dit, la seule chose sur laquelle prétend se promouvoir, c'est de son intelligence, mais comme on verra pour la suite, il n'est pas non plus la personne la plus smart qu'on aura pour connaître. Après ses études de cours, Rayner décide de travailler dans divers domaines, y compris la technologie et l'information. Il va fonder plusieurs entreprises, notamment Customer Boiling Inc., c'est qui va être une entreprise controversée parce qu'elle va faire l'objet de plusieurs poursuites judiciaires. Elle va être poursuite parce qu'elle va être accusée d'utiliser un système pyramidal pour en fait voler de l'argent à ses membres. Et du coup, une enquête va s'en suivre et son entreprise va être fermée à cause de ces accusations. Mais en 1998, Rayner ne baisse pas les bras et elle décide de recréer une autre société. Une société qui va se nommer NXIVM, qui bien évidemment fonctionnera toujours sur le même système pyramidal, mais que cette fois-ci, apprenant de ses horreurs, il a essayé de le cacher le mieux qu'il a pu. Cette société, du coup, prétend offrir des séminaires de développement personnel et professionnel. L'organisation, du coup, se concentrait sur les thèmes tels que la connaissance personnelle, la prise de décision éthique, la connaissance de soi, mais on a vite compris que NXIVM n'était rien d'autre qu'une façade pour une secte. Mais comment Alison s'est retrouvée là-dedans? Alison ne connaissait pas NXIVM jusqu'au jour où Christine Kruk, sa co-star et sa collègue de travail, l'introduit à ce milieu. Je mettrai une photo de Christine Kruk, c'est la copine de Superman, et j'étais aussi surprise de savoir qu'elle également était mêlée à ces affaires. Tout a commencé du coup en 2006 lorsque Chris amène Alison a un séminaire, du coup, à une première réunion de Jeunesse. Jeunesse, c'est une filiale de NXIVM et je pense que ça a été la pire décision de sa vie d'accepter de faire partie de ce voyage. Le séminaire va avoir lieu pendant un week-end à Vancouver. Alison, elle arrive et elle est vite accueillie par une certaine femme qui s'appelle Nancy Salzman. Nancy, c'est une personne qui est très importante par la suite. Du coup, vous retenez son nom. En fait, Nancy, c'est une infirmière qui est devenue cofondatrice de NXIVM avec Rayner. Nancy avait comme une admiration, en fait, surprenante pour Rayner. Pour lui, il était une personne incroyable, un peu comme un dieu, en fait, une personne hors de commun. Nancy, de quoi, avait une grande autorité et une grande influence au sein de la secte. Elle a notamment aidé à promouvoir les enseignements et l'idéologie de NXIVM. Et son but, c'était aussi de recruter de plus en plus de personnes. Lors du procès, elle a été accusée d'avoir surveillé les supposés ennemis de Rayner, ennemis qui étaient rien d'autre que des policiers, des journalistes, des magistrats, etc. Elle a aussi été accusée d'avoir obstrué à la justice en modifiant des bandes vidéo dans le cadre de procès contre la secte. Ça vous montre qu'en fait, elle était un pilier très important dans la secte, un pilier qui gérait en fait toutes les actions illégales que la secte mettait en place. We refer to Keith as because he is a leader of a philosophical movement. The second highest ranking member of NXIVM is a woman named Nancy Saltzman. Former members say she is known as Prefect. So Keith and Nancy, Vanguard and Prefect. At the heart of NXIVM training is something called intensives, which former members say are like group therapy, running as long as 14 hours a day for up to 16 days. Edmondson says she attended her first in 2005 when she was 27.
I left my 5-day, my initial training, as if a veil had been lifted and I could see things more clearly in my life. I could communicate better with people. That sounds fantastic. Yeah. Friends with Nancy Saltzman's daughter, Lauren, who was maid of honor at Sarah's wedding. She's like my therapist, and in the ranking system, she's also above me. Salzman, lorsque Allison l'a rencontrée, animait un atelier où elle expliquait que les hommes, en fait, ils ont des pulsions, c'est des animaux, et que du coup, ils étaient génétiquement polyamoureux. En fait, ça vous donne un peu l'odeur de séminaire. À la fin du séminaire, Allison va du coup se rapprocher de Salzman et de sa fille Laurent. Une autre personne très importante va se rejoindre à ce groupe-là, c'est Sarah Bronfman, l'héritière de la fortune de la société d'alcool Seagram. Elle était une grande entreprise, du coup elle avait énormément d'argent et elle va proposer à Allison de monter dans son jet privé pour l'amener à avoir rencontré en personne Rainier directement, ce que Allison, bien évidemment, a accepté. Is that important to you? Yes. Why? Why is that important to me? Because it's, because I think it's, because so much of who I am is wrapped up in art. Give me an example. I guess I'm not. When I go to see a film or a piece of artwork or something happens to me, I'm just so excited and one blissful, joyful. You know, you can practice generating an extreme feeling of joy over anything. There are methods that we have, especially in 2C. That Yes, 2C. It's one of our intensives. What's it called now? Civilization? Civilization? I mean, what if artistic endeavors were really bogus? What if art was just an excuse for those who couldn't do it? And it is sometimes. The most excitement that you've ever felt is yours to have all the time, independent of art. The bad news is you sort of have to divorce yourself from the thought that it comes from the art. If you feel that art is necessary for that, that's almost a self-condemnation. Why is this emotion? Hi. It's okay. She comes in clutch. I know, right? I should be used to this. It's what I do for a living. Because it's pointing at something I've never thought about. And a part of me is kind of freaked out about accepting this. I'm used to that self-condemnation. I'm comfortable with that. If I let go of that belief, that it's not the art that's giving me this feeling, it's me that's giving me this feeling, then I have to trust. That I will be capable of giving myself a feeling. And I don't necessarily trust that right now. And so that's scary. Because I want that feeling. Will you give me an EM? Not right now, but at some point. I'll speak. I normally don't give people EMs live. I We will see don't what know the happens. protocol because I'm just We'll see what happens. popping my you- chair. Oh my. So to speak. I turn a little red. But I mean, to some degree, we did a little bit of art. So, Yeah, I felt that. so. Thank you. That was Do you hug? really. Do I hug? I hug and I kiss. No, come on. Wow. Good voice. Thank you. Me too. Allison was just so excited for me to meet Keith.
On peut voir que lorsque Allison va rencontrer Rainer, ça va devenir absolument toute sa vie. On peut voir dans certains extraits, on l'entend parler, comment elle le regarde, son attitude. Elle était jeune aussi, il faut pas oublier qu'à ce moment-là, elle n'avait que 20 ans. Et on voit vraiment que il a un certain pouvoir sur elle, lui ayant 20 ans de plus qu'elle. On dirait en fait lorsqu'elle lui parle qu'elle est un peu absorbée par sa personne. And if you are coming off as robotic, most people say that's somehow inauthentic. There has to be an inauthenticity to that. Because we're not robots. So what does it mean to be authentic? When someone's authentic, you feel them. You have this feeling of a soul there. Right. Not a robot, not some... I don't know why that makes me want to cry. It's beautiful. Well, Sorry. I think these are all things that is this thing alive? Is this thing thinking? Yeah. Okay. But why do you think that's... So emotional for me? Yes. I don't know. I think because it seems like it's something that I feel like I want it. Authenticity. Elle va alors souhaiter que son entourage également adhère à ses idéologies. Il y a ses principes, ces principes à elle sont du coup les principes de la secte. Elle va devenir adepte au point que toute personne qui ne adhère pas à ces principes-là va être exclue. Mais pas uniquement ses amis, elle va réclamer également que toutes les personnes qui travaillent avec elle suivent des cours chez NXIVM et qui adhèrent à ses idéologies. Une femme qui travaillait pour Allison va déclarer que l'une des choses insidieuses que fait la secte, c'est qu'elle détruit tout le monde en se concentrant uniquement sur ses défauts. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bien évidemment, Allison, je pense qu'elle était dans une phase dans sa vie où elle essayait de se retrouver, elle essayait de se trouver sa personnalité, quel était un sens à sa vie. Elle s'est retrouvée dans les griffes de quelqu'un qui a profité de ses faiblesses. Lorsque une personne qui gère une secte voit quelqu'un qui est faible, va en profiter pour essayer de redescendre encore plus la personne plus bas que terre. Au point qu'en fait, finalement, on ne voit que nos côtés négatifs et on n'en voit rien de plus. On va tout le temps être en train d'essayer de se rabaisser, de dire qu'on n'est jamais assez, tout ça parce que la secte va garder un plus grand contrôle sur nous. Mais pendant tout ce temps, elle continue à tourner dans Smallville. Et en fait, condition de contrat de Smallville, c'est que toutes les personnes qui tournaient la série devaient vivre à Vancouver. Comme ça, ils étaient plus facilement disponibles pour tourner la série parce que la série a été tournée à Vancouver. Et qu'est-ce qui se passe avec cette clause? C'est que du coup, Allison ne pouvait pas se concentrer à 100% sur la secte parce qu'elle devait être sur son lieu de tournage. Et on va voir au fil du temps que même si c'était un personnage qui était très important, comme je vous ai dit, quand on regarde par exemple de la série, elle arrive juste après Superman, ce qui est quand même, ça montre vraiment l'importance de personnage. C'est en plus, si je me trompe pas, c'est quand même une des premières femmes à avoir été aussi mise en avant que le personnage principal, comme les Superman, voire même plus. Mais on va voir qu'au fil du temps, son personnage va apparaître de moins en moins. Et ça, c'était une volonté de sa part parce qu'elle voulait avoir plus de temps pour se consacrer dans sa secte. Et en fait, on va voir que plus les épisodes passent, plus les saisons passent, et en fait, elle va apparaître de moins en moins à la télévision. À la fin de la série, du coup, en 2011, elle va décider de déménager. Elle va déménager à l'État de New York, à Clifton Park, plus exactement, une banlieue du nord de la ville, où plusieurs membres de la secte vivent. Et en fait, Et cette zone-là a été renommée par Rainer, qui l'a surnommée Vanguard. Les membres se promenaient dans le quartier, se retrouvaient pour les matchs de volley, de fin de soirée. Allison avait même rejoint un groupe a cappella qui s'est nommé Simply Humans. Et elle utilisait aussi également beaucoup ses réseaux pour recruter, parce qu'il ne faut pas oublier que le but d'une secte, c'est de faire de l'argent. Et elle avait besoin d'avoir beaucoup plus de personnes qui intégraient la secte. Elle avait notamment fait référence à Emma Watson et Kelly Clarkson, sur des tweets en leur demandant de rejoindre NXIVM. Il ne faut pas oublier aussi que Allison Mack, elle a quand même beaucoup d'influence, elle est énormément suivie sur Twitter. Et bon, disons que c'est très problématique qu'une personne aussi connue fasse la promotion de secte. Pendant tout ce temps, Kristen Clark va continuer à faire partie de la secte et c'est uniquement en 2014 qu'elle annonce qu'elle va quitter NXIVM. Est-ce qu'elle a senti le vent tourner? On ne sait pas. Et surtout qu'en fait, lors du procès de NXIVM, elle a dit qu'elle avait quitté la secte du coup en 2014, mais on retrouve des photos d'elle avec plusieurs membres de la secte en vacances aux îles Fidji.
On se demande pourquoi, du coup, elle a menti sur ça, pourquoi elle a menti sur le fait qu'elle avait encore une relation avec ses membres. Et moi, je vous dis, je pense tout sincèrement qu'elle a menti parce qu'elle a vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et qu'elle ne voulait plus du tout être associée à partir de cette date-là à l'ensemble de membres de la secte. Il ne faut pas oublier aussi que c'est Christine elle-même qui a rajouté Allison dans la secte. Du coup, voilà, elle savait un peu ce qui s'est passé. Mais il ne faut pas oublier aussi que même si Allison faisait partie de la secte, elle devait payer ses cours, qui coûtaient d'ailleurs une petite fortune. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a commencé un peu à se ruiner et à demander de l'argent à des autres personnes. On parle quand même d'une personne qui a tourné pendant je ne sais pas combien de temps et d'années une série qui elle était un des personnages principaux. Je pense que niveau argent, elle aurait dû avoir assez d'argent pour subvenir à ses besoins et à ceux de de la génération future, mais elle a tout claqué dans la secte. Et là, on va rentrer sur un sujet qui est un peu plus sombre. On va parler de la partie de la secte qui a été condamnée. Dans NXIVM, il existait plusieurs filiales. Il y avait la filiale jeunesse, dont je vous ai parlé plus tôt, et il y avait une autre filiale qui s'appelle DOS. For Jeunesse, I think, is the most gratifying thing that I've ever done. It's the most challenging thing I've ever done because it consists of working with a group of people in a way that is totally interdependent, meaning we're all working together and no one is ever punished and no one is ever told that they're wrong or they're bad. And the most important thing in working on Jeunesse is the relationships in Jeunesse. And I'm not used to that. I'm used to the objective being met. I'm used to having like strict, hard, fast deadlines and lots of fear and punishment if I don't get it right. And in working for Jeunesse, there isn't any of that. So it comes purely from a place of self-motivation and self-direction, and that is really difficult. But I would say that working for the Jeunesse is the most satisfying and purposeful thing I've ever done. Watching the women who are involved in Jeunesse completely transform and evolve in a way that is so pure is such a privilege. And really literally seeing people's lives path completely turn 180 degrees, where in one moment they really felt like this was all that they had and this was all that they could do, and then all of a sudden they come through Jeunesse and they start working with us and in our community, and it's like a whole nother life is born out of their new experience of themselves, and that's an incredibly satisfying and gratifying thing to do. I think it's challenging because I think Jeunesse is an organization that looks to all participants to be 100% responsible for themselves and their lives. So it makes it hard to blame people for mistakes that are made when you're always looking at your own responsibility and participation in the situation. But that's just hard for my ego and my pride. I think if the whole world operated in that way, we'd have a much more joyful and a much more efficient existence. The amount of time that we spend blaming one another is a little ridiculous. So working for Jeunesse is grounding and satisfying and humbling and wonderful. This next question is awesome. It's, if happiness was the national currency, what would make you rich? And I think the answer to that question is bringing together the people that I love the most in order to have a good experience somewhere doing something. I love like putting together dinner parties. I love traveling with people. I love organizing spaces and experiences with the people that I care for the most that cultivate good relationships. And it's interesting because that's kind of what I do with Jeunesse, the women's organization that I work with. We use these tools and these structures in order to organize situations and circumstances for women to come together and create incredible relationships. So I guess I am kind of doing that. And then on top of that, performing. Like, I love to perform. Can you tell? And I get to do that for a living, and I get to do that for money, and both things I do. So that's pretty awesome. Hey, this question's great. So when I first came into Jeunesse, I had just come out of a relationship and I was feeling very
scared and lost and confused and like, oh my gosh, am I going to be single forever? Am I ever going to be able to have a relationship? What's wrong with me? Like, all this stuff. And very shortly into the program, I started to recognize and experience that what I was looking for wasn't about a relationship. What I was looking for was about an experience of myself in my life. And once I understand how to have that experience of myself in my life for me, I can then have the relationship I want or not, but I'm okay in either circumstance. And going through my life and going forward into my life from this place with that recognition, I feel like the possibilities are endless. And I feel like I have no fear in shooting for what I want ideally. There's no reason to settle because any way I look at it, I'm going to be good. That's awesome. So before Jeunesse, I had tons of people around me all the time. I've always been a people person. People used to come visit me in my house and say they were going to Camp Allison because it was like, it was a party. Everywhere I went, it was a party. But I felt very lonely. And I didn't understand why. That didn't make sense to me. And I imagined the idea of like finding the most wonderful husband and then feeling intimate and, you know, finding that one best friend and then feeling like at ease in my relationships, at least with just one person. I was just looking for one person. And I didn't understand why I couldn't get that. You know, I was so good with people. I was so good in a living room, but I was so bad at intimacy. The format that the Jeunesse Tracks offers with the men and the women and then this consolidated, very intense structure where you are just diving into yourself and understanding how you relate to other people helped me to reveal all of these areas of insecurity, areas of just really basic confusion or lack of attention, like things that I had just never thought about or looked at in myself. The Jeunesse Tracks helped me open up and see so that I could start to build a relationship with me and start to be honest with me and then practice being honest with all the people in the tracks with me. And then that expanded out and out and out into the rest of my life. And now I have the most beautiful friendships with people that go so far beyond anything I could have imagined. And I have the most awesome experience with my family. And I can say with total truth that I look at men now and I'm not trying to find a future husband. And that... Selon les investigations policières, quelques années après DOS, qui signifie Dominus Obsequius Sororium, parce que bon, je ne parle pas latin, je vais vous traduire exactement, signifie Seigneur, maître des femmes obéissantes ou quelque chose comme ça. Cette organisation avait comme principal but de recruter des femmes considérées comme des esclaves sexuels. That totally changed my life. It was a secret sorority, which prosecutors now say was hidden within the larger NXIVM group. Life-changing, but top secret. And the first step is making a vow of obedience to her as me being a slave and her being my master. Again, slave? She used the word slave? She used the word slave. Did you object? Of course, yeah, and objected every stage of the way. And she said, it's a metaphor. It's like guru-disciple. Sarah says she heard Allison Mack was a high-ranking member of the secret sorority, a master, in fact. But what Sarah didn't know was even above Mack in the supposedly women-only group, prosecutors now say a man was calling the shots. Et elles vont du coup être soumises à un maître que, comme vous en doutez bien, c'était Rainer, qui leur ordonnait du coup d'avoir des relations sexuelles avec lui. Mais en plus de ça, il ne se contentait pas uniquement de ordonner à ces femmes d'avoir une vie sexuelle avec lui, mais également les contrôler. Surtout ce qu'elle faisait, il y avait un contrôle. Il limitait par exemple leurs calories à un nombre de 500, il limitait leurs sorties, il limitait leurs heures de sommeil. Par exemple, parfois ils étaient en train de dormir, il arrivait dans leur chambre, il les faisait sortir pour promener avec lui. Il disait qu'elle devrait se sentir heureuse de pouvoir marcher et de se promener avec lui. Et que du coup, tout ça c'était justifié parce que c'était un être exceptionnel, bien évidemment. Et en fait, une des manières les plus simples de contrôler un être humain, c'est de le priver de nourriture et de le priver de sommeil. La fragilité
psychologique du coup commence à grandir et plus moins on dort, moins on mange, plus on est fragile et plus on est fragile, plus on est manipulable et on est facile à contrôler. Notre discernement du coup va être de moins en moins lucide. Et en plus de ça, il existait du coup que les femmes soient extrêmement maigres et c'est pour cette raison-là qu'ils limitaient leurs calories. Mais une autre des raisons pour lesquelles ils voulaient que les femmes ne mangent pas beaucoup et qu'ils se limitent à 500 calories par jour, c'est qu'ils ne voulaient pas des femmes grosses parce que ça comme il disait ça lui, avait des incidents avec, ça interférait avec ses ondes. Bref, moi je vous dis ma théorie que je ne sors que de moi-même après avoir lu quelque chose sur ce petit personnage, c'est qu'en fait une femme qui est très 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 mince ressemble à des enfants en fait, ça ressemble à des enfants et je pense sincèrement qu'elle avait peut-être des tendances un peu pédo. En plus de ça, du coup comme je vous ai dit, c'était des esclaves sexuels, il leur demandait de faire des choses monstrueuses que je ne trouve pas le besoin de détailler ici, juste quelque chose de marquante qui à mon sens est très important pour qu'on voit à quel point cette personne c'était psychopathe, je sais pas, mais c'était quelqu'un un peu perturbé. En fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il marquait les femmes rouges, en fait, avec, ils appellent ça avec un stylo cautérisant chaud, de sorte que la cicatrice qui résultait montrait un amalgame des initiales de Mac et de Rainer, K-R-A et M. Sorority, a master in fact. But what Sarah didn't know was even above Mac in the supposedly women-only group, prosecutors now say a man was calling the shots. The vanguard, Keith Raniere. Then came the night Sarah says she and 4 other women submitted, one by one, ritual led by a woman who told everyone to take off their clothes and put on a blindfold. Let us in blindfolded and sat us in a semicircle, buck naked, no clothes, on a sheepskin rug. Like, could that be any weirder? No, it could not be any weirder. We were all, my goodness, what's going on here? This is so weird. Weird doesn't begin to cover it. Sarah told authorities she thought they were there to get tattoos. Instead, she says they found out they were all going to be branded. It sounds like a horror movie, what you're It was a describing. horror movie. It was the most inhumane, horrific way to treat anybody. What was that like? It was worse than childbirth. It was worse than childbirth? Yeah. It was, imagine a hot laser dragged across your flesh for 30 minutes without anesthetic. And the woman on the table screamed out in pain, twisted and turned and yelled, and the woman I was with holding her legs down, we looked at each other and we just wept. Why didn't you let go and run out of there even naked? It didn't seem like a choice at the time. Authorities allege Allison Mack oversaw similar branding ceremonies in which she told women to feel the pain and think of their master during the agonizing procedure. Dans cette partie-là, il y a beaucoup de gens qui ont dit oui, mais Allison était sous le contrôle de Rainer. Mais attendez, cet extrait pour moi montre clairement qu'elle savait très bien ce qui se passait, qu'elle savait très bien ce qu'elle faisait et qu'elle organisait ça avec lui. Ça a été démontré que Allison faisait exprès de recruter des femmes qui étaient faibles émotionnellement pour pouvoir mieux les chanter. Et en plus, lorsqu'elle les recrutait, elle leur demandait qu'elle leur fasse une vidéo de garantie. C'est-à-dire que tu devais te filmer en train de dire quelque chose de très grave sur toi, sur ta famille, qui va être utilisé contre toi au cas où un jour tu veux partir de la secte ou si tu veux avoir si tu as des propos qui vont contre la secte. Par exemple, une femme avait dit que son mari avait eu des attouchements. Mais en plus de ça, c'est-à-dire que Allison, en plus d'être en train d'organiser tout ça avec Rainer, elle aussi, elle avait des relations avec lui. C'était un peu son amoureux, même si elle était mariée à Nikki Klein. Mais comme je vous disais, en fait, il y a une femme qui finit par parler. Cette femme-là s'appelle Sarah, qui décide de tout révéler au grand public, plus particulièrement aux journalistes de New York Times. Elle se dit que peu importe si ce que la garantie que j'ai fournie est révélée au grand public, ce qu'on m'a fait, c'est monstrueux, il faut que je le dise. Mais ce n'est pas tout de suite après la publication de l'article qu'ils vont être arrêtés. Il va falloir attendre encore un tout petit peu. Le FBI va obtenir une autorisation pour avoir accès aux mails de Rainer pour pouvoir le retrouver parce que Rainer, entre-temps, s'était enfui au Mexique. Car bien évidemment, il avait beaucoup de connaissances et surtout des personnes qui étaient dans le monde de la politique. Parce que oui, le enfant de président mexicain faisait partie de NXIVM également.
Il va s'enfuir alors avec Allison et avec Nikki Klein, la femme de Allison. Mais malgré son argent et son influence, c'est les réseaux sociaux qui vont permettre de le retrouver. Car oui, Allison et plus particulièrement Nikki Klein, lorsqu'elle était dans l'avion, elle va prendre une photo. Et c'est grâce à ça que Rainer va pouvoir être retrouvé. Il va alors être arrêté. Let's go in the car. We're gonna follow them. Get out of the way. Huh? Lauren's coming. Let's go, you guys. Mais Allison et Nikki ne vont pas être arrêtés tout de suite. Il va falloir attendre jusqu'en juillet 2018 pour qu'elles soient arrêtées. Entre-temps, Rainer va être condamné. Il va être condamné à 120 ans de prison pour multiples crimes, notamment avoir forcé des femmes à être ses esclaves sexuels. Allison va s'exprimer un peu par rapport à ça. Elle a indiqué « J'ai d'abord rejoint NXIVM pour trouver un but. J'étais perdue et je voulais trouver un endroit, une communauté dans laquelle je me sentais à l'aise. Je croyais que Kate Rainer avait des intentions de aider les gens. Mais en fait, l'ironie dans tout ça, c'est que lorsque Rainer va être arrêtée, elle va demander à un membre de NXIVM, plus précisément India. C'est une fille qu'elle avait elle-même recrutée pour être un des esclaves sexuels de Rainer, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait un cercle très fermé dans la société secrète d'Oz, et elle en faisait partie, d'aller elle et récupérer toutes les affaires et les mettre dans un hangar. C'est à ce moment-là qu'India, lorsqu'elle était en train de ramasser les affaires de Allison, qu'elle va tomber sur les enregistrements, sur les mails, sur les chantages, sur tout, et elle va bien évidemment tout transmettre à la police. Vaut des remords et de son aide aussi pour coincer Rainer, Allison écopera uniquement de 3 ans de prison et de 3 ans de probation où elle va devoir du coup participer à plusieurs heures de travail communautaire et donner quelques milliers d'euros. Du coup, jusqu'ici, l'histoire de Allison Mack, je vous jure que quand j'ai vu ça, j'étais un peu sur le cul parce que c'était une actrice que j'aimais beaucoup, elle a l'air toute sympa, elle a l'air d'être un ange, toute mignonne, voilà. On serait jamais douté qu'elle faisait partie d'une grande secte qui recrutait des femmes pour qu'elles soient des esclaves sexuels d'un mec. Ça m'a un peu choquée. Et en même temps, ça m'a un peu déçue que la justice ne soit pas plus sévère avec elle. Parce que bon, je comprends qu'elle n'était pas à la tête de la chose. Je comprends qu'il y avait une certaine manipulation parce qu'elle l'a rencontrée jeune. Mais je trouve quand même qu'en vue des enregistrements que j'ai pu écouter, qu'elle savait ce qu'elle faisait, que c'était mal, parce que sinon elle n'aurait pas demandé de chantage, genre des choses pour chanter les femmes, et qu'elle savait très bien que si quelqu'un parlait, ça lui retombait dessus. Mais bon, après, elle était très amoureuse de Rainer, je pense, et elle était beaucoup sur son emprise. En tout cas, jusqu'ici, la vidéo d'aujourd'hui, dites-moi si ce format vous plaît. Je sais que c'est une vidéo qui est particulièrement longue. C'est une histoire qui est assez compliquée. J'ai essayé de synthétiser parce qu'il y avait des choses que je n'ai pas voulu aborder parce qu'à mon sens, pas besoin de rentrer trop dans le détail sur le truc un peu crade qui s'est passé. Je trouve que c'est pas besoin de raconter tout ça. Je pense que l'histoire de marquer quelqu'un, c'est déjà suffisant. Et à ça, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me laisser un petit commentaire pour me raconter ce que vous connaissez cette histoire. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas aussi à me le mettre en commentaire. Comme ça, je pourrai le mettre dans la description. Et à ça, je vous fais plein de bisous et on se dit pour la prochaine histoire.